Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, dans notre série Lumière d'Islam, nous ferons connaissance avec Ibn al-Haytham, l'Alhazen des Latins. Ce grand physicien humaniste, l'un des plus grands ingénieurs que l'humanité ait produit, et spécialiste aussi de l'optique, et notamment l'optique médiévale. Pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter le professeur Gérard Simon. Vous êtes professeur émérite à l'université Lille 3. Vous êtes philosophe et historien des sciences et l'un des fondateurs du centre Savoir et Texte au CNRS. Et puis, j'ai beaucoup de joie à vous présenter le professeur Ahmed Jabbar. Vous êtes professeur émérite à l'université Lille 1. Vous êtes mathématicien et historien des sciences. Alors, avant de faire connaissance avec Ibn al-Haytham, l'Alhazen, Abu Ali al-Hassan Ibn al-Haytham, pour lui donner son nom patronymique au complet, eh bien, je vous invite à regarder ce sujet. La vie d'Ibn al-Haytham, Alhazen chez les Latins, s'est déroulée entre l'actuel Irak et l'Égypte, où le sultan Fatimide al-Hakim lui confia la mission de réguler les crues du Nil. Après une longue période d'exploration, il préfère simuler la folie plutôt que d'avouer au calife qu'il n'a pas trouvé la solution. Interné, il se consacre alors à ses travaux de recherche dans tous les domaines de la science. Astronome, géomètre, physicien, il est l'exemple même de ces savants arabes qui ont brillamment fait fructifier l'héritage grec. Grand observateur du corps humain, il établit les lois fondamentales de l'optique grâce à l'étude de la physiologie de l'œil. Son traité d'optique le rendra célèbre dans l'Europe latine au Moyen-Âge. Son approche est révolutionnaire pour l'époque. Il est en effet le premier à avoir considéré la méthode expérimentale comme la base de la recherche scientifique. Ahmed Jabbar, juste au début de ce sujet consacré à Ibn al-Haytham, on a eu un extrait du verset coranique qui glorifie les savants et le savoir, psalmodié par le Cheikh Abdel Basset Abdel Samad. La place de l'acquisition du savoir est centrale dans les injonctions coraniques et dans l'enseignement prophétique. Si on prend d'une manière presque automatique, grâce à Internet c'est possible, le Coran tel qu'il est, et qu'on cherche les occurrences où il y a le mot science, savant, etc., eh bien, nous avons toutes les phrases qui sont dans le Coran et aucune des phrases ne s'oppose à la pratique scientifique, au sens large du terme, bien sûr. Et dans ce sens, ça a été sûrement un encouragement et un contexte très très favorable pour le développement des sciences. Et puis, il faudrait, ça c'est bien connu par beaucoup d'auditeurs, prolonger cela par les idées, les comportements du prophète vis-à-vis de tout ce qui est savoir-faire, savoir savant, et ces comportements ont été aussi dans la même lignée, c'est-à-dire que la quête de la science par l'individu, l'être humain en tant que tel, indépendamment d'ailleurs de sa religion, de sa confession, de sa langue, de sa culture, cette quête du savoir, c'est pratiquement une quête de Dieu, d'une certaine manière. Et que l'encre du savant est meilleure que le sang des martyrs, ça il faudrait le rappeler toujours. Pour revenir maintenant à Ibn al-Haytham, Ahmed Jabbar, sa vie, sa courbe de vie. Autant on est sûr de sa date de naissance, 1965, mais on n'est pas sûr de sa date de décès. Ce serait entre 1039 et 1041, tout simplement parce qu'en 1040 déjà, nous avons des preuves, lui-même a laissé des informations, une liste d'ouvrages, et un des derniers ouvrages qu'il aurait publié est daté de 1040. Nous savons qu'il est né donc en Irak, à Bassora. Bassora qui est une ville à son époque prestigieuse, parce qu'elle a été le berceau quand même de la linguistique, avec Al-Khalil ibn Ahmed, de la grammaire, avec Sibawayh. Elle a eu comme ville, évidemment, elle a vu naître
de très grands poètes, de grands intellectuels comme les Ikhwan Safa. Et puis, il y a eu le fameux événement, évidemment, probablement enjolivé, mais qui a sûrement des bases historiques vraies, qui est que le grand, pas seulement sultan, comme ça a été dit, mais le grand calife fatimide, Al-Hakim, qui l'appelle pour honorer sa cour, pour honorer évidemment sa dynastie, qui est une dynastie fatimide qui voulait rivaliser avec la dynastie califale de Bagdad, abbasside, et la dynastie aussi concurrente, omeyyade de Cordoue. Il ne faut pas l'oublier qu'il y avait 3 califats à ce moment-là, voilà. À la charnière 9e, voilà. 10e, 11e siècle. Voilà. Et alors donc, il serait venu au Caire, accueilli en grande pompe par le calife lui-même, qui était très jeune, qui avait à peu près à cette époque-là 25 ans, parce qu'il a pris le destin du califat à 11 ans. Et là, on lui donne tous les moyens, mais il semble que le calife était très intéressé parce qu'il voulait, effectivement, ça a été dit, que l'on règle le problème des crues du Nil. Bon, nous connaissons l'histoire ou la légende, nous ne savons pas très bien. Toujours est-il que la première fois, pour quitter Bassora, on raconte qu'il a simulé la folie. La deuxième fois, par crainte des représailles du calife, on a dit qu'il a simulé la folie. Toujours est-il qu'à un moment donné, il a repris, en particulier après la mort du calife, en 1021, voilà, il a repris sa vie paisible de savant, tout près d'Al-Azhar, et puis il a continué ses recherches, et il a produit beaucoup entre 1021 et 1041. Ça, c'est absolument sûr. On lui attribue aussi une phrase qui est très, très belle, si elle était vraie, c'est qu'il aurait dit au calife que, au vu de ce qu'ont réalisé les ingénieurs des pharaons, parce qu'il a visité, il est allé quand même avec une mission donc technique, compte tenu de l'état des connaissances des savants des pays d'islam, vous voyez le degré d'humilité de ce savant, parce nous savons qu'il connaissait beaucoup plus quand même que les ingénieurs de la période pharaonique. Eh bien, compte tenu de l'état des connaissances, il a dit qu'il n'était pas possible pour lui et son équipe de réaliser ce que demandait le calife. Bien, Gérard Simon, vous qui êtes certes spécialiste de Kepler, mais aussi de l'optique médiévale, et vous avez consacré votre ouvrage à l'archéologie de la vision, Al-Hasan paraît ou est l'un des fondateurs, l'un des précurseurs de l'optique sur laquelle on se fonde par la suite. Quelle est son œuvre véritablement? Ce que je dis d'abord, c'est que l'optique que connaissait fort bien Al-Hazen, qui est l'optique de Ptolémée, s'appuyait sur la notion de rayon visuel. C'est-à-dire, au fond, qu'on avait besoin, pour traiter géométriquement de l'optique, essentiellement du centre de l'œil. On n'avait même pas besoin de tracer l'œil, et puis d'un cône de rayon qui partait et qui allait explorer l'extérieur. La grande invention d'Ibn al-Haytham, c'est d'avoir inversé le sens. Mais en inversant le sens, il a dû définir quelque chose qui n'était pas pris en compte en tant qu'objet physique dans l'optique grecque, qui est la lumière. Au lieu d'un rayon visuel, ça n'est pas la même chose qu'un rayon lumineux. Et en particulier, quand vous recevez un rayon lumineux, ça rentre dans votre œil, et vous avez le problème de savoir comment ça devient des images, comment vous voulez. Alors que si vous avez un rayon visuel, la question est réglée d'avance. Djebar, quel a été un peu l'itinéraire d'Ibn al-Haytham? Quels sont ses maîtres? Auprès de qui a-t-il appris? Ce travail-là est dû à une invention personnelle ou pas? Est-ce qu'il s'est nourri des travaux antérieurs? Il faut bien voir qu'Ibn al-Haytham est le produit de son siècle. Et le produit aussi de toute cette tradition scientifique et philosophique, d'abord héritée des Grecs, avec évidemment un apport indien, un apport local aussi, et puis avec cet apport écrit en arabe qui va démarrer à partir de la fin du 8e siècle et surtout 9e, 10e siècle. Donc c'est vraiment le produit de tout cet héritage et de son siècle. Et ce siècle n'est pas un siècle, disons, qui est représenté uniquement par Ibn al-Haytham, qui serait l'arbre qui cacherait la forêt. Il y a même plusieurs arbres qui cachent la forêt. Et il faut bien voir que c'est le siècle où la science, comme on dit, atteint son âge d'or, mais il faut le préciser parce que des formules comme ça sont très vagues. Ça veut dire que nous sommes dans un empire-monde où la science n'est plus seulement à Bagdad. La science va se développer aussi avec autant d'intensité au Caire, à Damas, à Cordoue,
au Maghreb, parce que le califat fatimide était d'abord au Maghreb. Et il a développé les sciences, même si on ne le sait pas assez. Et puis surtout, la science s'est développée parallèlement en Asie centrale et en Extrême-Asie. Je vous donnerai juste quelques noms qui sont absolument contemporains d'Ibn al-Haytham et qui, sûrement, ne sont pas aussi grands que lui, plus grands que lui, mais qui sont très très importants. Al-Biruni, nous l'avons déjà évoqué dans une autre émission, mort en 1048. Grand mathématicien, grand astronome. Donc c'est l'Extrême-Asie. Asie centrale, près de Téhéran aujourd'hui. Al-Karaji, comme son nom l'indique, mort en 1029. Grand algébriste. En Andalousie, Andalus. Ibn al-Samh, qui n'est pas très connu, mort en 1037. Grand géomètre, dont on a découvert dernièrement une partie de sa géométrie écrite en hébreu, c'est-à-dire transcrite en hébreu, le texte arabe étant perdu. Enfin, au Maghreb même, Ibn Abi Rijal, un des grands savants de l'époque fatimide. Il est mort aussi en 1034. Donc bref, vous voyez, dans toutes les régions de l'Empire, il y a, la science a atteint un certain niveau, et ce n'est pas étonnant, effectivement, que dans ce niveau très très élevé, il y ait quelqu'un qui représente vraiment, à la fois d'ailleurs, en optique, le professeur Simon l'a bien expliqué, a commencé à l'expliquer, mais aussi en mathématiques, en astronomie et en philosophie. Et dans les domaines scientifiques, dans chacun des domaines, Ibn Haytham a eu des apports originaux. Maintenant, si vous voulez bien, je vous avais promis ce sujet sur l'œuvre d'Ibn al-Haytham et sur l'œuvre notamment optique. Regardez. Grâce à l'observation des phénomènes naturels, Ibn al-Haytham est resté dans l'histoire, en particulier pour ses travaux sur la nature de la lumière. Dans son traité d'optique, largement diffusé en Europe, il explique le fonctionnement de l'œil et établit clairement que les rayons lumineux vont de l'objet vers l'œil. Il étudie les halos de lumière, l'arc-en-ciel, et explique les déformations du Soleil à l'horizon par la réfraction atmosphérique. Héritier du grand savant grec Ptolémée, il ouvre la voie à Descartes et à Newton. Enfin, on peut dire de lui qu'il est le précurseur du cinéma. En effet, il est le premier à avoir mis en évidence le phénomène de ce que l'on appelle la persistance rétinienne, qui est à l'origine de l'invention du cinéma. Professeur Simon, après ce sujet, quel est, selon vous, l'apport particulier et l'originalité de l'œuvre d'Ibn al-Haytham, la Lazane? Son apport, c'est justement, effectivement, d'avoir pensé que la lumière rentrait dans l'œil. Mais en pensant que la lumière rentre dans l'œil, il inventait un objet physique qui était la lumière et qui n'était plus seulement le rayon visuel. Et du coup, il fallait, alors qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer qu'on voit, puisque le rayon visuel est fait pour voir, en quelque sorte. Il a dû montrer que la lumière entrait dans l'œil, alors passait à travers un nerf optique supposé creux, et qui avait une sorte d'image transmise par l'arrière du cristallin, qui allait directement jusqu'aux instances qui mixaient tout ça, et jusqu'à l'encéphale. C'est-à-dire qu'il a été obligé de comprendre qu'il se passait des choses à l'intérieur du corps. Enfin, parce que ce qu'il y a d'étonnant dans la pensée antique, c'est que la vision est un organe à distance se faisant à l'extérieur du corps, ce qui est tout à fait impensable chez nous, depuis Descartes. Alors que là, la vision redevenait un phénomène interne. Et du coup, il a été amené à travailler, d'ailleurs de manière extrêmement serrée du point de vue expérimental, sur le trajet de la lumière entre la face
interne du cristallin, si vous voulez, et le débouché de l'œil. Parce qu'il a disséqué des yeux, l'œil humain, il l'a disséqué, oui, mais il a travaillé surtout, dessus. il l'a reconstitué. Il a en particulier essayé de montrer que la lumière entrait jusqu'à l'œil en ligne droite. Ahmed Jabbar, en dehors du domaine de l'optique où Ibn al-Haytham a excellé, quels sont les autres apports, les contributions et les innovations qui furent les siennes? C'est un personnage qui a écrit beaucoup. Et que ça, ce n'est pas une légende. Il aurait écrit, d'après les statistiques que j'ai faites moi-même, le recensement que j'ai fait moi-même, 186 écrits qui vont d'un écrit qui fait 2 pages, pas plus, qui nous est parvenu d'ailleurs, à un écrit qui dépasse 1000 pages. Et donc, ces écrits se répartissent en, grosso modo, 68% d'écrits scientifiques, alors sur l'optique, les mathématiques, l'astronomie, et le reste sur la philosophie, la théologie spéculative, le kalam, la physique autre que l'optique, et même la musique. Bien, dans ce qui a été analysé, il a été original en astronomie parce qu'il a avancé, il serait le premier, peut-être le second, à critiquer d'une manière tout à fait originale les modèles planétaires de Ptolémée, dans son livre célèbre qui s'appelle Les doutes sur Ptolémée, Shukuk ala Batlamius, qui va avoir, ces critiques vont avoir une destinée très très importante, d'abord en Andalus, reprise par Ibn Bajjah, reprise par le Bedrouji, par le grand Averroès, et enfin, trouvant quelques solutions géométriques avec Nasir ad-Din at-Tusi au XIIIe siècle, et puis ses disciples comme Qutb ad-Din Shirazi, et puis d'autres comme le grand syrien Ibn Shatir. Et comme vous le savez, peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, bien ce sont ces idées géométriques qui vont innover dans l'écriture des modèles planétaires, vont se retrouver chez Copernic, en particulier pour le modèle de la Lune. Voilà. Et puis il a innové en mathématiques, ça on le sait moins, parce que ce sont des recherches d'il y a à peine 25 ans. Il a innové en géométrie. Vous savez, en mathématiques, la plus grande partie de ses livres sont sur la géométrie. C'était là un très grand spécialiste de géométrie. Et il a innové en théorie des nombres, c'est-à-dire qu'il a trouvé un théorème qui est considéré comme étant les prémices de théorèmes établis à partir de la fin du XVIIe siècle et même au XVIIIe siècle, en particulier ce qu'on appelle le théorème de Wilson. Et il a même innové dans quelque chose qui semble être un jeu, alors que c'est un chapitre des théories des nombres, ce sont les carrés magiques. Et ça, on le sait depuis à peine quelques années. Avec vous, Gérard Simon, vous avez parlé de ces deux théories parallèles et concurrentes. Finalement, comment ça a été tranché entre celle de Ptolémée et puis le travail expérimental d'Al-Hazen? Il a fallu attendre, en réalité, dès le XIIIe siècle, par exemple, on a commencé à utiliser des verres de correcteurs pour les presbytes. Mais ils n'étaient pas expliqués. Et il a fallu attendre 1604 pour que Kepler explique que le cristallin n'est pas un organe sensoriel, mais joue le rôle d'une lentille qui permet aux rayons divers qui rentrent dans l'œil de tomber sur la rétine et de créer une image nette. Il a fait une théorie de l'image. Auparavant, l'anatomie avait déjà dans les années 1680 fait des progrès en montrant que la rétine était liée au nerf, mais pas le cristallin. Et déjà Porta avait eu l'idée, Jean-Baptiste Porta, qui faisait voir dans une chambre noire des images renversées, des spectacles, des choses comme ça, avait comparé la chambre noire à l'œil. Donc il a fait la théorie de l'œil, et du coup, avec Kepler, la vieille théorie selon laquelle l'image, il y a une sorte de redoublement optique et qu'elle entre directement dans un nerf creux, disparaît puisque la tache jaune se trouve autour du débouché de l'œil et que le nerf optique n'est pas creux. Donc, il a dû... et c'est Descartes qui a
théoriser tout ça. Avec la persistance rétinienne expliquée à l'instant par professeur Simon, on dit, ce n'est pas qu'une simple anecdote, qu'Ibn al-Haytham est ou serait le précurseur donc, du cinéma. Comment son œuvre a été perçue, surenchérie par la suite, lui qui a mis à profit le temps où il était assigné à résidence pour écrire, pour produire, pour faire de la recherche. Son œuvre a commencé à circuler très tôt. Et que très jeune déjà, quand il était à Bassora, c'est lui qui donne le témoignage, il dit que certains de ses ouvrages, avant qu'il les corrige peut-être, ont commencé à circuler à Bagdad et à Ahwaz. Ensuite, après sa mort, ses ouvrages ont circulé. Donc vraiment, c'est très très important de le dire parce qu'il est rare que des ouvrages d'Orient scientifiques aient circulé et été repérés surtout. Ces ouvrages ont circulé d'abord de manière étonnante en Asie centrale. Donc le grand Al-Khazini, qui est spécialiste de la mécanique, de la balance, parle d'un texte perdu d'Ibn al-Haytham. Omar al-Khayyam, le grand, le poète, le mathématicien, l'astronome, dans son livre d'algèbre, qui est un monument, dans lequel il résout l'équation du troisième degré, eh bien, il dit que il y a un problème très difficile qui est la résolution des équations du cinquième degré. Déjà, quelqu'un avant moi a abordé cette question, a donné des solutions, mais ces solutions sont tellement compliquées que je ne peux pas les résumer dans mon livre. Et il dit explicitement qu'il s'agit d'Ibn al-Haytham. Plus tard, Nasir ad-Din at-Tusi, parce que Khayyam est du 11e, 12e siècle, Nasir ad-Din at-Tusi, évidemment, reprend les tentatives d'Ibn al-Haytham d'essayer de démontrer l'indémontrable, mais c'est ça la recherche, justement, qui est le fameux postulat d'Euclide, le 5e postulat du livre 1. Et Nasir ad-Din at-Tusi critique Ibn al-Haytham. Pourquoi? Parce qu'Ibn al-Haytham a eu une audace extraordinaire. Elle a eu une témérité scientifique extraordinaire et qui, effectivement, exprime une modernité au XIe siècle. Il a osé introduire contre les grands principes philosophiques aristotéliciens le mouvement en géométrie. Et c'est lui le premier, enfin peut-être le second, mais lui il l'a affirmé, vraiment, philosophiquement. Il faut introduire le mouvement pour définir certains objets mathématiques, pour faire avancer la démonstration quand on est bloqué, quand on est dans l'impasse. On attribue à Ibn al-Haytham le premier principe repris par Galilée, c'est qu'un mouvement, un corps en mouvement, s'il ne subit pas une autre force, il resterait toujours dans son cas inertiel, toujours en mouvement. La circulation des écrits d'Ibn al-Haytham, eh bien, ça va étonner les auditeurs, c'est que nous avons trouvé des traces, personnellement j'en ai trouvé, en Occident musulman, avant l'Europe, et c'est peut-être d'ailleurs grâce à ça que l'Europe a connu certains ouvrages, d'abord en Espagne musulmane, Andalus, Ibn Bajjah a connu son livre sur les doutes de Ptolémée, Al-Mu'taman, le fameux roi de Saragosse, un petit roi mais grand mathématicien qui est mort en 1085, eh bien, il cite explicitement les résultats d'Ibn al-Haytham, en particulier le fameux problème de l'optique qui aboutit à une équation du 4e degré. Et il utilise ces outils théoriques qui sont l'analyse et la synthèse. Bref, et même au Maghreb, un mathématicien du 14e siècle, qui n'est pas très grand, qui s'appelle Ibn Haydour Tadli, il cite un livre, on n'aurait jamais pensé qu'il avait circulé vers l'Occident musulman. C'est les doutes, cette fois-ci, sur les éléments d'Euclide, sur les prémices des éléments d'Euclide. Donc vous voyez, ça a essaimé. Ibn Haytham, son œuvre, a essaimé par les canaux, précisément, de ces élites qui étaient dans cet empire monde et qui pouvaient capter le savoir dès qu'il était produit. Bien, Gérard Simon, vous qui avez cité tout à l'heure les successeurs et ceux qui avaient utilisé les travaux d'Ibn al-Haytham, ont-ils montré de la reconnaissance, de la gratitude? Ont-ils repris ces travaux-là? L'ont-ils signifié? Le premier a vraiment vulgarisé, ou essayé de vulgariser les travaux d'Ibn al-Haytham, c'est Roger Bacon, au XIIIe siècle, qui était un moine franciscain. Il y a eu donc toute une école qui a travaillé à partir de la traduction d'Ibn al-Haytham en latin, qui, par exemple, Pecham, Vitelliou, un moine polonais, Vitellion, mais on se trouve devant une situation tout à fait bizarre, c'est que Ibn al-Haytham n'a été identifié en Occident pour ce qu'il est qu'en 1822, et ça n'est que peu à peu qu'on s'est rendu compte de son importance. Et
ce qu'il y a d'étonnant, c'est à quel point la transplantation de la science arabe au XIIIe siècle, avec Roger Bacon et les autres, se passait dans une autre atmosphère, en ce sens que, par exemple, les perspectivistes ne pouvaient pas utiliser un matériel aussi complexe pour leurs expériences qu'Ibn al-Haytham, parce que les fabricants d'astrolabes, c'était des gens extrêmement compétents, alors qu'ils n'avaient pas, et il le dit lui-même, Roger Bacon, ils n'avaient pas la même chose. Ahmed Djebbari, quelle est finalement, comment elle est perçue l'œuvre d'Ibn al-Haytham maintenant, et quel est l'enseignement que nous pourrions en tirer de nos jours? Peut-être qu'à travers un témoignage précis, qui est de faire parler Ibn al-Haytham, parce qu'après tout, nous avons parlé d'Ibn al-Haytham, et si vous permettez, je vais faire parler Ibn al-Haytham pour d'abord révéler sa modernité dans deux domaines très importants. D'abord, sa démarche philosophique, sa conception de la vie, en particulier de la vie d'un chercheur et d'un savant, puis surtout sa conception de la recherche et de la science. Et là, vous verrez très bien, la réponse viendra toute seule, c'est que ces paroles représentent une modernité qui doit nourrir aujourd'hui à la fois l'esprit scientifique de nos jeunes et surtout de ces générations qui ne connaissent pas cet aspect de la production scientifique en pays d'islam. Alors, quand il s'agit de sa conception de la philosophie, lui, il dit ceci dans sa petite autobiographie qui nous a été transmise par Ibn Abi Usaybi'a, un grand biobibliographe du XIIIe siècle. Il dit « Depuis mon enfance, je n'ai cessé de douter des croyances des gens et de l'attachement de chaque groupe d'entre eux à leurs convictions. Quant à moi, je doutais de l'ensemble, persuadé que la vérité est une et que les divergences à son sujet provenaient de la manière d'y aboutir. Lorsque j'ai eu la capacité d'appréhender les questions rationnelles, je me suis consacré à la recherche de la vérité et j'ai dirigé ma volonté vers l'acquisition des idées qui rapprochent de Dieu. » C'est une superbe phrase. Et d'ailleurs, il termine comme ça. « J'ai désiré la vérité et la recherche de la science. Je me suis convaincu qu'il n'y a pas chez les hommes de choses meilleures et qui rapprochent le plus de Dieu que ces deux-là. » Nous avons là l'exemple incarné par celui qui a su relier dans une intelligence hybride la foi, la raison, le cœur et le travail scientifique. Merci, professeur Simon, de nous avoir fait l'amitié de venir ce matin. Merci, professeur Djebbari, de toutes ces explications. Je présente votre ouvrage, Ahmed Djebbari, l'algèbre arabe, genèse d'un art, et la préface est de Bernard Maïté. C'est chez Vuibert, à date. Cet autre ouvrage de vous, Ahmed Djebbari, dans la collection Le Collège de la Cité, aux éditions Le Pommier, Cité, l'âge d'or des sciences arabes. Et puis de vous, professeur Gérard Simon, l'archéologie de la vision, l'optique, le corps, la peinture. Cet ouvrage, dans la collection La Bibliothèque des Histoires, aux éditions Gallimard, Science et Histoire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Vous aurez le loisir de suivre l'émission sur Internet, sur le site de France 2, après les www.france2.fr, rubrique Les chemins de la foi. Vous irez à Islam, vous cliquez dessus et vous trouverez votre émission. D'ores et déjà, bon dimanche et excellente semaine. Et à très bientôt sur France 2. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sanadina